la chance dans notre métier, c'est qu'on ne fait pas la guerre. Voilà. Alors on fait un combat pour la beauté, même si évidemment la beauté a changé complètement de définition au XXe et au XXIe siècle, et encore plus aujourd'hui, et tant mieux. Les rencontres avec l'art, c'est toujours un peu étrange. Bon, parfois, ça a souvent été magnifié, notamment par des personnes comme Bourdieu et des déterminants. Voilà. Bon, pour ma part, je n'avais pas d'origine familiale favorisée. Je pense un peu le hasard de la vie, plus du côté familial, mon grand-père, qui m'a un petit peu montré le chemin de l'art. Et puis, plus concrètement, j'habitais dans un endroit où en face, il y avait une plaque où il y avait marqué « Ici vécu Kandinsky ». Voilà. Et moi, ce nom me semblait un peu étrange, m'évoquait pas grand-chose. Et surtout, en regardant dans un dictionnaire, je ne savais pas que c'était un peintre qui en fait n'était pas né dans notre pays, et je ne savais pas qu'il avait fini sa vie en France, puisqu'il est décédé en 1944. Et là où il y a la chance de la vie, je suis allé visiter au Centre Pompidou, dans les années 80, une exposition Kandinsky. Voilà. Et donc les deux se sont un peu réunis, et là a commencé une histoire avec l'art qui maintenant dure depuis 40 ans. Parfois je présente un peu rapidement le métier de conservateur, commissaire, comme celui d'un artiste frustré. Voilà. Alors c'est sans doute pas très positif, mais tout de même ça dit quelque chose de notre métier comme celui à la frontière de la création, mais pas vraiment créateur. Et donc je crois que ce qui est beau dans notre métier, c'est celui de passeur. Au fond, on est au service de l'art et des artistes. Et puis parfois, notamment lorsqu'on pense à une exposition, lorsqu'on pense à un ouvrage, là on se transforme un petit peu. C'est pour ça que j'appelle un peu rapidement notre métier d'artiste frustré, parce qu'on aimerait être artiste, on est à la tangente, mais on n'y arrive pas vraiment, parce qu'au fond, artiste, c'est vraiment plus qu'un métier, c'est quelque chose où vous vous levez le matin, il faut changer le monde en créant, et c'est pas facile. Voilà, nous, on a la chance d'avoir un emploi, on a la chance d'avoir des équipes formidables et d'aller de l'avant. Voilà, donc le métier de conservateur, c'est horrible comme mot en français. Le mot anglais curator est un peu plus beau, parce qu'en fait, au fond, il y a l'idée de garder, de conserver les choses, d'être un peu comme au service, je le disais, des artistes de l'art, mais aussi comme transmetteur d'un patrimoine qu'on nous confie et dont il faut s'occuper. Voilà. Oui, en même temps, la chance dans notre métier, c'est qu'on ne fait pas la guerre. Voilà. Alors on fait un combat pour la beauté, même si évidemment la beauté a changé complètement de définition au XXe et au XXIe siècle, et encore plus aujourd'hui, et tant mieux. Mais aujourd'hui, vous avez tout à fait raison d'insister, les expositions sont devenues de vraies aventures. C'est-à-dire que par rapport à l'entre-deux-guerres au XXe siècle, je crois qu'il y a eu une révolution après la Seconde Guerre mondiale. On peut parler vraiment de production. C'est-à-dire on est beaucoup plus proche d'un opéra, on est beaucoup plus proche d'un film. Et donc aujourd'hui, il y a un collectif. Parfois une exposition, ça peut prendre 2, 3, 4 ans à faire. Voilà. Alors, on se rencontre aujourd'hui dans un nouveau contexte, celui de la pandémie mondiale, et donc peut-être qu'encore les cartes vont être battues, et qu'on va trouver un autre modèle d'exposition, et que justement on a vécu peut-être un âge d'or, mais il ne faut pas être nostalgique, peut-être qu'un nouvel âge d'or va naître d'un autre type. Mais l'exposition, effectivement, c'est une adrénaline, parce que au fond, alors la comparaison va sans doute être totalement déplacée, mais il y a un peu de la naissance d'un enfant. Voilà, donc on accompagne comme ça, et c'est vrai que dans les derniers mois, et puis le jour du vernissage, tout s'arrête pour tout recommencer, parce qu'au fond, la venue du public, c'est aussi un des moments les plus magiques dans nos métiers. Alors je crois que déjà derrière le numérique, il y a tellement de définitions possibles. Voilà. Je crois que la grande erreur serait de mettre un mur entre ce qu'on pourrait qualifier un peu rapidement de l'œuvre originale, l'œuvre authentique, pour prendre des exemples un peu classiques, la sculpture en bronze, l'huile sur toile, et puis d'un autre côté un univers numérique. Ce que montrent beaucoup d'études récentes, c'est que les deux mondes s'entrechoquent.
correspondent peut-être à des générations différentes, mais que la vraie réalité de la consommation culturelle aujourd'hui, c'est que tout le monde pratique les deux. Alors peut-être plus un monde que l'autre, mais donc nous, notre défi aujourd'hui, c'est de créer la synthèse. Et je crois qu'aujourd'hui, si le musée ne fait pas attention à ce moment qui est unique, dans l'histoire de l'humanité, je veux dire, il n'y a pas eu 50 moments comme ça, et on ne peut pas dire que la pandémie ne va pas accélérer encore plus cela, eh bien, je vous donne rendez-vous dans 30 ans, enfin moi je serai mort mais vous serez en pleine forme, je pense qu'on ne se retrouvera peut-être pas ici parce que le musée sera mort. Vous savez, ce n'est pas forcément un unicum, il y a eu beaucoup d'institutions culturelles qui sont décédées, voilà, les civilisations sont mortelles, comme l'a dit notre ami Malraux, bon bah voilà, je crois que le musée aussi est en danger de mort, et donc je crois qu'il faut faire très attention à ça, parce que notamment toute la jeune génération va sinon s'éloigner et va aller ailleurs. Voilà. Et donc je crois que le défi n'est pas d'aller que vers le sensationnel, mais c'est très important de faire très attention à cette dimension du spectaculaire. Car je crois que sinon on va vers l'ennui, vers la tristesse, la nostalgie, la mélancolie. Et au fond, Paul Valéry le disait beaucoup mieux que moi, le musée devient un tombeau. Bon, c'est sympathique, on conserve des choses, mais c'est un mausolée, quoi. Voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir un regard contemporain, d'un regard vivant, et à chaque fois de briser les murs, justement, pour ouvrir de nouveaux horizons. Oui, on le voit parce que c'est quand même, heureusement, la cause animale prend chaque jour plus d'importance, l'environnement est au cœur de toutes nos actions. Mais qu'est-ce qui nous distingue du monde naturel et autres? C'est l'art. Voilà, c'est ça qui fait que ce matin, on se réunit dans un lieu pour parler de cette création un peu étrange qui, depuis plusieurs dizaines de milliers d'années, fait que les êtres humains décident de changer le monde grâce à une production artistique. C'est quand même un truc qui n'arrêtera pas de nous fasciner. Moi, j'ai toujours conçu l'histoire de l'art comme un grand tout. Ce qui m'intéresse, c'est l'artiste aujourd'hui qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir demain et qui travaille peut-être au bout de la rue, et aussi la grotte Chauvet. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc je suis peut-être moins un découvreur ou une espèce de petit analyste de la scène artistique contemporaine que quelqu'un qui cherche à créer des liens, des traverses ensemble. Mais pour pouvoir apprécier la grotte Chauvet, je crois que c'est indispensable d'avoir un contact avec la jeune création. Et donc c'est pour ça que j'essaye toujours de visiter des ateliers, de défendre des artistes. L'année dernière, j'avais fait une exposition à Landerneau pour le fonds Michel-Édouard Leclerc. Et dans l'exposition, je n'ai pas hésité à mêler objets, œuvres plus anciennes avec des artistes contemporains comme Théo Mercier, de plus âgés comme Jean-Jacques Lebel. Tout cela dialoguait parce que je crois que c'est très important. Pour moi, voilà. On s'en rend compte, notamment dans les périodes de crise comme celle que nous vivons, que c'est souvent là où il y a malheureusement une situation terrible pour la création, mais aussi de nouvelles pistes, de nouveaux horizons, l'argent manquant, voilà, l'originalité parfois permet de belles choses. Alors je crois que ça n'a rien à voir avec le métier de conservateur, je crois que ça a à voir plus avec le caractère. On revient à la question des budgets et du fonctionnement. Je suis arrivé à un moment de ma vie professionnelle où ça ne m'intéresse pas de rajouter une ligne à mon CV. Le pouvoir, je ne le dis pas parce que vous êtes tous les deux en face de moi, mais je le pense sincèrement tous les jours dans mon métier, il est à vous. Et nous, maintenant que je commence à être d'une génération plus ancienne, on doit être dans le passage de témoin. Je trouve que justement, parfois, on est dans un pays où il y a un peu un plafond de verre, on le dit pour beaucoup de personnes, et on essaye de se battre pour briser ce plafond de verre, mais il y a aussi un plafond de verre entre générations. Et je crois que c'est très important aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait un projet, d'essayer d'associer des personnes de la jeune génération. Et pour
faire un projet, ce qui me motive, c'est qu'il apporte quelque chose. Si c'est pour refaire la 20e fois la même expo, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais été un peu virulent il y a 2 ans, lorsque j'avais fait une exposition au musée d'Orsay sur Picasso, parce qu'ici au musée, je n'ai pas envie de faire d'exposition Picasso, je préfère que ça soit l'équipe, mais il y a eu une opportunité au musée d'Orsay, je m'avais dit, c'est mon testament, c'est ma dernière expo. Bon, à l'époque, je ne pensais pas que l'histoire allait me rattraper avec évidemment la terrible crise qu'on vit en ce moment, mais je crois je sentais dans l'air qu'on était arrivé à la fin d'une époque, et donc ça m'intéressait d'essayer de rebattre les cartes. Alors d'abord, pour une raison toute simple, c'est qu'il a vécu longtemps. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais il aurait pu sans doute vivre longtemps, mais pas créer beaucoup. Et vous auriez raison, c'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'est l'association de deux, c'est-à-dire une durée de vie incroyable, à peu près 91 ans, 92 ans, pardon, il est né en 1881 et il est décédé en 73, et il commence à dessiner à 5 ans. Et la veille de sa mort, ou quasiment, il continue à créer. Et c'est ça le point clé. C'est-à-dire qu'on connaît tellement d'artistes dans l'histoire de l'art qui, arrivés à un moment un peu de célébrité, ont tout lâché. Parce que l'argent, le pouvoir, on sait aussi, ça brûle les ailes. Et donc c'était très important pour lui. Il n'avait pas d'atelier, au sens personne qui l'aidait, il avait un secrétaire, mais toujours le moteur, la création. Voilà. Et toujours dans l'attente de la curiosité, de la découverte. C'est pour ça parfois on caricature sa vie en disant que c'est une perpétuelle métamorphose, avec des thèmes qui le relient, qui le retravaillent, voilà. Et donc, au fond, on ne le saura jamais vraiment, mais on pense qu'il a produit environ 50 000 œuvres. Et donc, je crois que c'est pour ça qu'il incarne le XXe siècle, c'est qu'il a traversé le XXe siècle, parfois avec des duos que je pourrais presque qualifier de duel, notamment le plus connu d'entre eux avec Matisse. Matisse l'a quitté au milieu des années 50. Voilà, donc là, lui, il a continué encore, et donc il a presque vécu la révolution pop, il a vécu les débuts de ce qu'on appelle aujourd'hui l'art contemporain, même si c'est toujours une définition très difficile. Bon, il a souvent dit qu'il n'aimait pas l'abstraction, mais en fait, il a souvent fait des œuvres qui étaient à la frontière de l'abstraction, donc je crois que c'est vraiment pour ça qu'il incarne le XXe siècle. On le voit dans les expositions en ce moment au musée, par exemple, c'était un grand poète. Peu de gens le savaient. Voilà, et donc ça a été découvert à sa mort. Mais je crois, et vous avez raison de le souligner, que ça restera un artiste du XXe siècle. C'est-à-dire qu'au fond, ce côté de héros un peu isolé, individuel, avec un grand P, aujourd'hui, peut-être que c'est moins dans l'air du temps, on est plus dans le collectif, et puis je pense qu'aujourd'hui on relit son œuvre. Évidemment, son rapport aux femmes n'est pas vu de la même manière aujourd'hui qu'il y a 40 ans, voilà, donc on se doit par rapport au public d'expliquer sans anachronisme, voilà, d'essayer de faire passer aussi un message très important, parce que si on n'est pas attentif à ça, si ça se trouve, l'œuvre de Picasso disparaîtra. On avait choisi justement de mettre un point d'interrogation et un pluriel au titre de l'exposition parce qu'on n'avait pas de réponse et qu'on laissait le visiteur, en déambulant dans le parcours qui était assez grand, se faire sa propre idée du chef-d'œuvre. Parce que je crois qu'au XXe siècle, la notion de chef-d'œuvre a éclaté. Pour le dire vite, avec Marcel Duchamp, au moment où il expose un urinoir qu'il appelle Fontaine en 1917, même encore aujourd'hui, un siècle plus tard, on ferait un sondage, je pense que beaucoup de gens diraient mais c'est pas de l'art. Enfin voilà, donc Duchamp nous a vraiment questionné. Mais je ne vais pas chercher à évincer votre question, je vais y répondre. Pour moi, un chef-d'œuvre, c'est une œuvre que tout discours, tout commentaire n'épuise jamais. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que vous l'écoutez, par exemple pour un morceau de musique, toujours vous y découvrirez quelque chose. Une peinture, vous la regardez, vous la retrouvez, toujours vous y trouverez quelque chose. Voilà, c'est pas pour ça que d'autres œuvres, peut-être moins intéressantes, peut-être plus de l'ordre du divertissement, sont moins fascinantes. Je pense qu'elles nous plaisent aussi, mais la définition du chef-d'œuvre, c'est justement cette œuvre qui nous interroge toujours et qui ne peut pas se réduire à un commentaire. Pensons par exemple à peut-être l'archétype du chef-d'œuvre Mona Lisa, la Joconde. J'ai la chance de parfois enseigner un petit peu. Je dis à mes étudiants, regardez,
savez, la petite étiquette qu'on met à côté des tableaux, un cartel, essayez d'écrire 3 lignes sur la Joconde. Il n'y a rien de plus difficile, parce que réduire une telle œuvre à quelques mots est impossible. Voilà. Et ça, je crois que c'est la définition d'un chef-d'œuvre. C'est l'œuvre qui nous ouvre des mondes nouveaux et qui jamais n'épuise notre regard, nos sens. Voilà. Si on meurt, c'est simple, hein, c'est comme l'oxygène, voilà. Mais et c'est là où la pédagogie et l'éducation sont très importants, c'est que on oublie souvent cette expérience parce que, notamment dans notre pays, on ne le met pas toujours au cœur des priorités. Voilà, regardez comment est constituée une semaine de cours, que ce soit au primaire ou au secondaire. Bon, combien de combats a-t-il fallu mener pour faire rentrer l'histoire des arts, pour faire rentrer les pratiques artistiques, pour faire que la musique ne soit pas que la flûte à bec. Bon, voilà, voilà. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je crois que c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est là, présent comme une ressource, et qu'il n'y a plus qu'à creuser.